Et le spectacle continue. Scene one, apple, take one. J'aurais voulu être un artiste. C'était très bien. C'était très bien. Ah, c'est pas bon. C'est de la bonne. C'est magnifique. Bonjour à tous et bienvenue dans 100% SNS pour CENT. On a fait quelques nouveautés, comme vous le voyez, on a un petit bruitage en début d'émission. Petit générique. Petit générique fait par Jérémy. Un bruitage générique, c'est pareil, vous avez compris. Merci Jérémy de nous l'avoir fait. On est à la 4e émission déjà. Merci beaucoup de continuer à nous suivre. Du coup, aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses de prévues. David, bonjour à toi. Salut. Bonjour, et tu vas nous parler dans ta chronique d'Assaut, un film de John Carpenter. Alors je préfère prévenir les auditeurs, surtout ne critiquez pas le film et encore moins le réalisateur puisque c'est le préféré de David. Donc vous êtes dans une sacrée merde si vous le faites. Je vous trouverai, enfin je vous traquerai, je vous trouverai et je vous tuerai. Ça c'était Ken ça, non? Ouais. Non. Jérémy quant à lui, bonjour Jérémy, même si tu nous as déjà fait un petit coucou. Bonjour. Vous fera découvrir aujourd'hui Aereon. J'étais presque. Maintenant, je fais attention aux prononciations parce qu'après, je me fais traquer par l'équipe. Qui est donc un projet qui vient d'un mec qui fait des groupes. C'est un peu compliqué. Il y a toute une histoire à raconter. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ok, on reviendra après du coup avec un petit extrait de ce groupe. Et puis après cet extrait, il y aura le billet d'humeur qui portera aujourd'hui sur les véganes et que Jérémy voulait nous parler des véganes. Et enfin, on terminera comme d'habitude l'émission avec Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour. Enfin, comme d'habitude, c'est la première fois qu'elle vient, mais. Par l'interview, elle est pas toujours là, c'est vrai, dommage. Et tu nous parleras d'un documentaire que tu as monté qui s'appelle Fadjara. Tout à fait. Et qui porte sur la jungle de Calais. On reviendra sur ça à la fin de l'émission. Pour l'instant, à toi David, je te laisse la parole pour parler de ta chronique film de culte. Oui, car aujourd'hui je vais parler d'Assaut de John Carpenter. Donc on m'a fait la réflexion plusieurs fois et cette fois j'ai vraiment choisi un film qui vient pas des années 80 vu qu'il est de 1976. Donc plus ça va, plus ça vieillit, mais c'est toujours aussi bon. Et c'est donc dans le cadre de la programmation Carte Blanche lors de la rétrospective Bertrand Bonello organisée à la Cinémathèque de Toulouse que nous avons pu assister à la projection du second film de grand John Carpenter qui a entre autres réalisé New York 97, The Thing, Invasion Los Angeles. Énorme. Et on a vu effectivement le fameux Assaut on Precinct 13. Donc ce dernier faisait partie avec Le Diable probablement un Rio Bravo, donc il a un remake plus ou moins déguisé de la sélection Carte Blanche de Bertrand Bonello. Après s'être vengé d'une bande de voyous responsables du meurtre brutal de sa fille, un homme sans histoire se réfugie dans un commissariat sur le point de fermer et dont le personnel et les prisonniers se voient contraints de résister au siège mené par le reste du gang en quête de revanche. Réalisé directement après son Dark Star qu'il avait filmé lorsqu'il était encore étudiant à l'Université de Californie avec Dan O'Bannon, donc qui sera connu en tant que scénariste pour le fameux Alien de Ridley Scott, Assaut est un film important dans la carrière de Carpenter, qui bénéficiera d'une aura culte au fur et à mesure des années. On voit notamment le Nid Gap de Florian Emilio Siri fin des années 90 ou début 2000, qui en est le direct héritage. C'est un film important pour deux raisons. Premièrement, il symbolise un Carpenter en début de parcours et sa volonté d'exploiter le mythe du héros américain propre au western et au cinéma classique Made in America, à base de héros solitaires, quasi mutiques, parfois bandits mais plein d'honneur, à l'image du personnage de Napoléon Wilson, superbement interprété par l'inconnu et regretté Darwin Johnston. Car cette mythologie du héros solitaire ou anti-héros selon certains sera une des thématiques centrales de l'œuvre de Carpenter avec sa recherche sur le mal. Snake Plissken, John Nada ou encore Jack Burton seront d'autres figures de l'Americana qui viendront entrer la carrière du grand John Carpenter. Une autre raison faisant de ce film une œuvre marquante au regard de la carrière de JC, Jésus-Christ ou John Carpenter, ça dépend, c'est le côté plus classique et moins contestataire de l'œuvre par rapport à ce qu'il aura fait en fin de parcours avec, on pense, au furieux Invasion Los Angeles qui était un vrai doigt d'honneur à l'administration Reagan, aux médias, à la société de consommation de masse. Ici, pas ou peu de politique, mais une véritable tension de tous les instants, renforcée par l'aura fantomatique et impersonnelle du gang attaquant ce commissariat de quartier, puis disparaissant dans la nuit, encore et encore et encore. Car bien que le discours de ce assaut soit moins acerbe et désabusé que les œuvres post-The Thing, la recherche du mal sous toutes ses formes prend corps dès ce deuxième film. Car l'exploration des parties sombres de l'humanité par le prince des ténèbres n'aura pas attendu ses œuvres purement horrifiques. Et on dénote également que ce fut le premier thème composé par Carpenter qui marquera les esprits en ce début de carrière, bien qu'il ait fait la musique de Dark Star qu'on a vraiment rapidement oublié. Par la simplicité de ses arrangements électroniques, le thème d'Assaut est en fait un dérivé de la chanson Immigrant Song de Led Zeppelin. Ça, on ne le sait pas, mais c'est une petite anecdote. Et ça marquera l'influence qu'il aura tout autant avec la casquette de compositeur de musique, autant que cinéaste. Parce que même s'il s'est retiré des plateaux après un The Ward de bien triste facture en 2011, de bien triste facture, c'est vraiment un très très mauvais film, JC est encore bien actif et a d'ailleurs sorti l'année dernière son deuxième album Lost Teams Volume 2, très bien accueilli par le public et la critique et qui est vraiment excellent. Et c'est bien la preuve que les grands restent grands. Moi j'aime bien ce qu'il fait niveau musical. Niveau musical, il a tout ça une grande influence sur tout ce qui est mouvement électro depuis les années 70. C'est lui qu'on écoute là ? Exactement, c'est le thème de Assaut, le premier thème qu'il a composé. J'allais te dire, j'aime beaucoup le son en fond, ça allait super bien. C'est une véritable influence.
influence pour les artistes électroniques d'aujourd'hui, hein. Ils s'en cachent pas. Des mecs comme Zombie Zombie, un groupe français d'électro qui ont fait d'ailleurs des reprises de leurs morceaux, sont directement inspirés de ça. Et Daft Punk également est inspiré des mélodies. Mais ça m'étonne pas que ce soit Carpenter parce que c'est génial là, ce qu'on écoute. C'est très bien. C'est comme tout l'œuvre de Carpenter. Même en musique de fond, tu nous fais découvrir des musiques. Et ben voilà, juste ça fait plaisir. Merci beaucoup David Je t'en prie. pour ta chronique. À toi, Jérémy, de nous parler et de nous éclairer surtout sur ce groupe assez sombre d'Ayreon. Alors, Ayreon, ce n'est pas un groupe, mais je vais vous en parler. Autant pour moi. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez la science-fiction ? Eh bah oui, moi j'aime beaucoup. Ouais, vous aimez la science-fiction de manière générale ? Lui, il aime Alien, donc forcément, il a kiffé. Alors, j'ai une histoire à vous raconter par rapport à la science-fiction. Par où commencer ? Au 6e siècle, il y avait un ménestrel aveugle du nom de Ayreon, qui était là au 6e siècle, qui vivait dans son village. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le fait qu'il soit aveugle, ça lui a permis de développer un 6e sens. Son 6e sens, c'était en fait de pouvoir recevoir des messages de scientifiques du futur, de 2084 très précisément. Normal. Donc en fait, il n'y a pas de raison à cette date, non ? C'est complètement aléatoire. Donc en fait, Ayreon, il a reçu des messages de scientifiques du futur de 2084 qui lui disent en fait qu'en 2084, le monde s'est autodétruit. Ok. Quasiment. Et donc forcément, le petit ménestrel Ayreon, il veut prévenir les autres au 6e siècle. Sauf qu'au 6e siècle, quand tu dis à tout le monde que tu reçois des messages de scientifiques de 2084, bah... Tu es brûlé sur le bûcher. Voilà, on te prend pas tant au sérieux. Bizarrement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une race d'extraterrestres qui s'appelle les Forever, qui vivaient sur une planète très lointaine. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cette espèce d'extraterrestres, ils étaient au bout, en fait, de leur évolution technologique. Ils étaient au terme, ils étaient vraiment au terme... De la science, en fait, ils étaient quasiment immortels. Et le fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'ils soient immortels, ça les a rendus dénués de sentiments. Ils ressentaient plus rien, ils étaient vides, ils étaient creux. Et ils pouvaient pas mourir. Ils pouvaient pas mourir, voilà. Et en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, du coup, ils avaient plus de vie. Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'était retrouver leur ADN d'avant, retrouver leur vie sentimentale d'avant. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont déposé leur ADN sur un astéroïde. Et ils se sont pour implanter leur race ailleurs. Classique. Donc ils ont déposé leur ADN sur un astéroïde et en fait il s'est avéré que l'astéroïde en question, c'est l'astéroïde qui a mis fin aux dinosaures sur Terre. Ah d'accord, voilà. Tout est lié. Tout est lié. Et donc les Forever, ils se sont implantés sur Terre, ils ont implanté leur ADN sur cet astéroïde et ils ont regardé de loin l'humanité prendre vie sur Terre en regardant de loin comme ça. Et ils ont suivi donc l'évolution de l'humanité qui a été un succès. Donc comme on le sait, ils ont fait plusieurs grand succès de l'humanité, voilà. Il est bien. Et ils ont fait plusieurs expériences sur les sentiments d'êtres humains de notre époque en faisant perdre la mémoire à des gens. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont aperçus que les humains, ils avaient la même direction évolutive qu'eux. En fait, ils ont compris que leur création était inutile, que les êtres humains ne sont efficaces que dans la guerre, la pollution et la destruction. Ils ont décidé de supprimer la race humaine, donc en 2084. D'accord. Tout est lié donc. Le monde s'autodétruit donc en 2084 et le dernier être humain se réfugie sur Mars, utilise une machine qui s'appelle le Universal Migrator, une machine permettant de retourner dans le passé. Il rentre donc dans cette machine et observe alors toute l'évolution de l'humanité et revient dans le passé jusque avant le Big Bang. Voilà. Donc et tout ça, c'est un film ou c'est une musique ? Alors toute cette histoire, c'est l'histoire de Ayreon. Et le ménestrel aveugle, il devient quoi ? Le ménestrel aveugle au 6e siècle, il est persécuté. En fait, toute cette histoire, c'est l'histoire de Ayreon. Donc Ayreon, c'est le nom du ménestrel, mais c'est aussi le nom du projet musical en question. Projet musical lancé par Arjen Anthony Lucassen en 1995, qui a fait donc tout un tas d'albums sur l'histoire que je viens de vous raconter. Donc chaque album raconte une étape de l'histoire. Donc en fait, quand je dis que c'est pas un groupe, en fait, ce qui se passe, c'est que Ayreon, c'est l'initiative d'un seul mec qui s'appelle Arjen Anthony Lucassen et qui sur chaque album invite des dizaines de chanteurs, des dizaines de musiciens, à chaque fois différents, pour venir collaborer et jouer des personnages. En fait, c'est plus de l'opéra rock. Space opéra rock. C'est un space opéra rock en fait. Ouais, d'accord. C'est un peu ça. C'est mieux. Je suis plus éclairé en effet. Oui. Voilà. Et donc du coup, il y a plein de chanteurs qui viennent à chaque fois et donc ce que je vais vous faire écouter aujourd'hui, c'est le tout début de Ayreon. Ça s'appelle The Awareness, c'est sur le premier album. En fait, ça parle de la vision qu'avait le ménestrel au 6e siècle quand il reçoit les messages de scientifiques de 2084. La vision du ménestrel aveugle. Voilà. D'accord. À tout de suite alors. Ça s'appelle The Awareness. Ok. Merci Jérémy. To the Dark Ages. Dark Ages. Dark Ages.
Cry in the silence, shine in the dark. Like a rising star, the dream is coming. Images of violence, a flight through time and space. In such a lonely place, the dreamers started. The smoke is rising, the vision's getting clearer, and words become a song in the dream time. Control, marooned and cold, I suffer the fears of a future untold. I cannot change the shape of things to come. The smoke is rising, the vision's getting clearer, and words become a song in the dream time. Bienvenue sur le plateau de 100% SANS pour CENT. On est encore avec toute l'équipe et c'est pas fini comme vous le savez puisqu'il reste le billet d'humeur que Jérémy nous a préparé et qui va nous parler de véganisme. À toi Jérémy. Effectivement, alors pas que de véganisme, hein, le végétarisme aussi. Ok. Alors moi je suis étudiant et comme la plupart des étudiants j'aime manger.
Mais pas cher. Mais pas cher, voilà. Et en fait, au-delà d'aimer manger, ce que j'aime encore plus, c'est manger de la viande. Moi, j'aime la viande, profondément, je suis un viandard. Et étant un étudiant qui aime manger de la viande, moi, il y a un truc qui me chiffonne depuis quelques temps. C'est le mode de communication des végétariens et des véganes. Pas ceux de mon entourage, parce que, bon, moi, j'ai des amis végétariens et véganes qui sont intelligents et qui se sentent pas obligés de le crier sur tous les toits. Qui sont pas obligés de le crier sur tous les toits, qui sont pas agressifs, voilà, qui sont pas agressifs. En revanche, ce qui me chiffonne un peu plus, c'est la manière globale de communication sur Internet qu'ont les végétariens et les véganes. Comme par exemple, il y avait eu, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a à peu près un an, il y avait eu les vidéos des abattoirs qui avaient été diffusées par l'association L214. Et moi, bon, ça m'avait profondément marqué. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des personnalités qui pouvaient pas s'empêcher de donner leur point de vue. Et ça, moi, ça m'a chiffonné. Il y avait par exemple la chanteuse d'un groupe de musique français assez connu, je sais plus, je crois que c'est Chinese Man ou un truc comme ça. Et en fait, ils sont pas chinois ? Non, ils sont pas chinois, ils sont français. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle avait fait une vidéo diffusée sur Facebook où elle expliquait sous forme de propagande bas de gamme, genre voilà pourquoi moi j'ai décidé de changer ma façon de manger en diffusant les images de... Oui, il y a eu beaucoup de vidéos comme ça. En diffusant les images des abattoirs. Sauf que moi j'avais envie de lui dire on s'en tape complètement de ton avis. Enfin je veux dire, chacun est grand et sait réfléchir sur les conséquences de ces images et chacun est capable de prendre des décisions lui-même. Ouais, mais du coup je t'arrête parce que peut-être, mais elle a quand même bien fait de montrer les images après. Elle a quand même bien fait de montrer... Ce que tu veux dire, c'est qu'elle aurait dû montrer les images mais moins donner son avis personnel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un truc dans le discours des végétariens et des véganes qui est là pour te faire bien comprendre que t'es complice du massacre des pauvres animaux, que manger de la viande c'est criminel, que les végétariens et les véganes ont la science infuse, qu'il faut faire comme eux, que il y a quelque chose de je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais de propagandiste quoi. Ah ouais, de très agressif. Moi j'ai envie de dire que quitte à manger de la viande, autant en manger de la bonne. Moi je pense que le problème il est surtout là. C'est faire attention à la viande que t'achètes, parce que bon, le problème finalement il est surtout dans l'impact écologique posé par l'élevage des pauvres bêtes. Alors bien sûr je condamne le fait qu'on élève des milliers de poulets dans des enclos qui voient jamais le jour, mais... Si c'est pour des nuggets, ça vaut le coup. Mais toi du coup tu t'achètes où ta viande par exemple? Moi régulièrement j'essaye d'acheter ma viande par exemple au marché, auprès des producteurs ou sur la ruche qui dit oui, je sais pas si vous connaissez, mais tu peux parler de la ruche qui dit oui, c'est intéressant. La ruche qui dit oui, le principe c'est que en fait c'est des regroupements de... Alors je suis pas expert, je suis pas très au point sur le sujet, mais en gros c'est des regroupements de producteurs locaux qui se réunissent et tu peux commander sur internet. Donc il y a un site, La Ruche qui dit oui, tu fais ta commande avec je crois que le maximum c'est les produits que tu peux commander sur le site, ils viennent au maximum 150 km au-delà du point où tu habites. Et du coup tu fais ta commande et tu vas chercher ta commande, il y a un point de rendez-vous et là tu peux rencontrer les producteurs et l'avantage c'est que voilà, c'est des producteurs locaux et là il y a des vrais bons produits. Moi j'ai commandé du pain, des trucs, des légumes, et j'avais jamais mangé du pain et des légumes aussi bons depuis des années. Il y a beaucoup de points du coup de ralliement entre guillemets, mais en fait moi parce que je sais que je crois que j'avais essayé ma colocataire. Et comment ça fonctionne? Parce que quand tu veux t'inscrire sur le site, ils te demandent pas de toi-même devenir un point de ralliement? Ah non pas du tout. Toi si tu veux c'est un peu le même principe que tu t'inscris sur le site et tu fais c'est comme un drive. Et tu payes pas sur le directement sur le site ou tu payes une fois que tu vas... Tu payes sur le site et une fois que t'as retiré ta commande que t'es encaissé. D'accord, et tu payes sur le site, tu reçois un ticket ou un avis de reçu et voilà. Exactement. J'aime pas ça moi. J'aime pas ça parce que j'aime bien voir ce que j'achète. J'aime bien toucher. C'est con hein, mais j'aime bien toucher ce que j'achète. Alors moi je t'avoue que les premières fois que j'ai commandé à la rue, je me suis dit bon pareil. J'ai voulu tester et c'est vrai que le désavantage c'est que bon c'est vrai que tu vois pas ce que t'achètes, tu commandes en ligne, mais une fois que t'y es sur le point de rendez-vous, tu peux parler avec les agriculteurs, ils te montrent, ils peuvent t'expliquer comment ils ont produit ça machin. Je peux comprendre que ça en gêne plus d'un. Après il y a une autre solution. Moi ce que je fais c'est que j'essaie d'aller au marché par exemple, tu vois, comme ça je choisis mes produits et moi je pense qu'il vaut mieux ça plutôt que d'aller acheter sa viande à Carrefour quoi. Alors pour la viande je suis d'accord, oui et non. Je sais pas, pour moi c'était peut-être mon côté un petit peu paranoïaque dû à avoir regardé trop de films de Carpenter, mais pour moi tu peux avoir confiance en rien ni personne. Et le mec, tu sais, c'est comme les gars qui te vendent des fruits et légumes sur le bord de la route en été où ils te montrent des beaux melons et puis une fois que tu les achètes il va t'en chercher 2 péraves qui sont à l'arrière du camtar quoi.
quoi. Mais est-ce que Et moi, j'aime pas. Est-ce qu'il y a un label ou quelque chose qui garantit la véracité de ce que dit Alors la région en soi non, pour moi le label il est dans le fait que je me dis que c'est un producteur local et que c'est pas de la production industrielle quoi. Tu peux peut-être le voir à la qualité des produits Voilà. aussi. Après le débat moi il est surtout sur le fait que le débat de base il en était sur le fait que moi j'en ai marre de voir des véganes et des végétariens qui se peuvent pas s'empêcher de crier leur avis sur tous les toits et de tenter de convaincre les autres. Alors, il y a deux trucs dans ce que tu dis qui m'interpellent sans m'interpeller, qui me donnent envie de réagir. La première déjà, c'est quand tu parles de célébrités qui vont faire l'apologie du véganisme, etc. On en est plus. Ça pourrait être ça, ou ça pourrait être les violences sur les animaux, ou ça pourrait être le maquillage écologique, ou ça pourrait être la couche d'ozone, etc. Moi, ce que je supporte pas dans un premier temps, c'est que dès que tu as une personne qui a un minimum de rayonnement, que ce soit national ou international, qui se prennent pour des lanceurs d'alerte, des personnalités courageuses, des martyrs ou des gens qui sont contestataires ou qui veulent changer le monde. Je supporte pas ça. Tu regardes le discours de, comment elle s'appelle, celle qui a fait le discours au Golden Globe là, Meryl Streep au Golden Globe. C'est pareil, c'est une gonzesse sous prétexte que c'est une bonne actrice, et encore quand on voit les résultats de ces derniers films on peut se poser la question, qui vont se prendre pour des héros et des... Mais si eux le font pas, qui le fait? C'est comme Leonardo DiCaprio qui a fait son documentaire pour National Geographic contre l'environnement. Oui, mais il se passe moins de pommade dans le sens où il est plus proactif que Meryl Streep qui va faire une intervention. Parce que je trouve que par exemple dans ce que fait Leonardo DiCaprio, je trouvais qu'il prenait pas le rôle que tu donnes par exemple à Meryl Streep. Alors ça va être un lanceur d'alerte, mais ça va pas être quelqu'un qui va tout rapporter à lui comme certaines autres personnes, tu vois, voilà. En fait, qui va pas se sentir supérieur. Moi ce que je trouve c'est qu'il y en a qui se servent de ça pour se créer une personnalité quoi. Oui, et du coup, enfin voilà, moi j'avais envie juste pour à la fois conclure, sauf si vous avez des choses à dire Alexia, après. Mais juste, je voulais avoir l'avis d'Alexia. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a oublié de demander l'avis d'Alexia. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges, comment tu manges, etc. Alors, sur le végétarisme, en fait, j'ai bossé dessus pendant quelques mois. Aïe. Donc, du coup... je fais attention à ce que je disais là. Non, mais j'écoutais très attentivement ce que tu disais. Faut savoir qu'il y a plusieurs causes, en fait, qui mènent au végétarisme. Donc, tu as la cause éthique que tu disais par rapport aux animaux et aux dénonciations qu'il y a sur les violences. Les causes de santé aussi. Parce que la plupart des légumes qu'on mange, c'est pas des légumes qui sont bons pour nous. Ils contiennent des produits, que ce soit pesticides ou autres. Et il y a une cause écologique aussi. Manque de nutriments. Et il y a une cause écologique aussi, tout à fait. Et du coup, et je dirais même, excuse-moi de t'arrêter, je dirais même il y a aussi une quatrième cause, c'est le fait de pas aimer la viande. Enfin, je veux dire, on a le droit de pas aimer la viande. Mais arrive. Moi, ce qui m'énerve, c'est cette propagande, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'on peut pas faire on nous prend pas pour des gens intelligents. Au Mirail, il y a marqué en gros, je sais pas si vous voyez, il y a marqué Go Vegan. Go Vegan. Ça me. C'est peut-être une équipe de sport, on sait pas. Non, mais je sais pas, moi ça me saoule par exemple. Vas-y, finis. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que inciter les gens à ne plus consommer de viande, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique à faire. Par contre, informer les gens sur du coup tout ce qu'il y a autour, pourquoi les causes du végétarisme et le véganisme, je suis un peu moins calée dessus, mais du coup pourquoi les causes du végétarisme, pourquoi adopter ce type de comportement alimentaire et éviter certains produits. Là, dans ce genre de cas, moi je suis plutôt favorable au fait qu'on diffuse l'information. Juste le véganisme, pour rappeler peut-être que les auditeurs, c'est végétarien, on voit ce que c'est. Véganisme, c'est plus encore, c'est-à-dire que tu ne consommes pas d'œufs, tu ne consommes pas de tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le véganisme, je dirais que c'est plus un mode de vie qu'un mode de consommation. C'est-à-dire le végétalien qui est encore plus haut. Végétalien, c'est ceux qui veulent même pas cuire chez eux. T'as des gens qui mangent que des cailloux. Il y en a qui veulent pas de cuire chez eux, etc. Les végétaliens, c'est encore plus. Ou t'as les gens qui font des régimes genre hommes de Néandertal où ils mangent que des trucs vraiment que ce qu'ils mangeaient à l'époque. Parce qu'ils trouvent que c'est bon pour la santé. Des gens qui mouraient de maladies à l'âge de 22, 23 ans, ils trouvent que c'est super sain. Donc du coup, ils adoptent ce type de régime. Voilà, c'est des extrémistes après végétariens, mais c'est vrai qu'Alexia, heureusement qu'elle nous a rappelé toutes les raisons qui peuvent être témoins. Et je tiens à dire deux choses. Ma copine est végétarienne, les steaks de soja c'est de la balle. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais j'ai vraiment diminué ma consommation en viande et je pense que c'est mieux maintenant. Je fais attention à ce que j'achète. Je préfère acheter moins de viande et de la bonne viande comme toi. Je suis d'accord sur le fait que de manière générale on mange trop de viande. Mais par contre, juste une chose. Parce qu'on est habitué comme ça aussi. Juste une dernière chose. Après, je pense qu'on va passer à autre chose. J'ai juste une citation. Alors moi j'ai un truc pour finir. C'est pas une citation, mais c'est très très pertinent. Les pets de vache détruisent la couche d'ozone. Mangez du bœuf. Mais oui, c'est vrai que j'en ai entendu parler de ce truc. Augmente un peu le. En fait, moi, donc pour terminer sur ce sujet, j'ai une citation. Donc, c'est un ami à moi qui dit ça.
Il dit qu'une opinion, c'est comme une quéquette. C'est bien d'en avoir une, c'est bien d'être fier d'en avoir une, mais la coller sur le front des gens pour qu'ils ne voient que ça, c'est pas cool. Merci beaucoup, et bah c'est parfait. Ils sortent que de très très bonnes citations. Il a vraiment relevé le niveau là, je suis content. Ah putain, bon, j'étais là en mode bon, relève le niveau de ce qu'a dit ça résume bien le problème. Ouais, finalement j'étais plus pertinent. Hein. Voilà. Et bah merci en tout cas Alexia, excuse-moi, de nous avoir un peu éclairé, de nous avoir apporté ton avis. Ça va être autour de ton interview maintenant, de nous parler un peu de ce que tu fais. Donc rebonjour, tu es étudiante en première année de master en communication audiovisuelle et médias. Est-ce qu'on pourrait appeler entre guillemets ton but professionnel de ce que tu me disais, c'est de devenir, alors je sais pas, sur réalisatrice, monteur de documentaire. Oui, monteuse dans un premier temps, réalisatrice on verra par la suite. Mais... Il y en a marre de l'hégémonie masculine, monteuse s'il te plaît. Et justement, tu viens nous parler d'un documentaire que tu as monté et qui porte sur la jungle de Calais, son nom c'est Fadjara. Tu me disais qu'il a été réalisé en juillet et août dernier, c'est ça, par toi et quelqu'un d'autre ? Oui, c'est exactement ça. Alors en fait, c'est du coup un projet qui a été mené par Isabelle Grenet, qui en fait une dame qui a passé 11 mois sur la jungle à Calais, à filmer, à vivre au quotidien avec les gens qui étaient sur place, que ce soit les migrants, que ce soit les bénévoles, ou alors aussi les équipes d'aide en fait. Et en juillet, donc juillet-août, voilà, on a pris contact toutes les deux et moi je savais faire du montage vidéo, elle avait besoin de quelqu'un qui l'aide à finaliser son projet, donc voilà, on s'est retrouvés toutes les deux sur ce projet-là. Et vous connaissiez pas du coup la base ? Non, absolument pas, on se connaissait pas, on a eu contact par des personnes en commun, des amis en commun, Facebook, qui est un bon réseau du coup. et voilà, on s'est rencontrés donc en juillet, on a passé une semaine et demie à monter le film. Et du coup, c'est pas trop dur, je voulais te demander, c'est pas trop dur de communiquer vu qu'elle était à Calais, enfin t'habites où à la base, parce que nous, là on est à Toulouse, mais... Alors, moi j'habite dans la campagne tarn-et-garonnaise, donc c'est à 1 heure de Toulouse à peu près, mais on a réussi à se retrouver quand même, à passer la semaine ensemble dans le même lieu pour pouvoir travailler ensemble, parce qu'à distance, je pense que ça aurait été impossible en fait. Déjà rien que la taille des fichiers à transférer par serveur, ça aurait été beaucoup trop lourd et beaucoup trop long. Okay. C'est un long métrage ou ça dure combien de temps le film ? Ça dure 1h15. D'accord, donc c'est un vrai long métrage que vous comptez présenter quelque part ? Oui, enfin pour l'instant il est fini, donc on a des dates de diffusion qui sont déjà programmées. Après on n'a pas de financement, donc pour l'instant c'est assez compliqué de mettre en place des diffusions, sachant qu'on n'a pas forcément le matériel. Voilà, donc en général là les projections qui sont organisées, c'est des gens qui ont le matériel sur place et qui du coup proposent de le diffuser. Et ensuite, Isabelle du coup, se rend sur le lieu, parce que à chaque fois que le film est diffusé, il y a au moins un membre de l'équipe qui est présent. Okay. Donc que ce soit Isabelle ou moi, du coup bon là c'est moi qui en parle. Mais et tu connais pas toutes les dates de diffusion, mais tu connais certaines, c'est ça ? Voilà, c'est ça, il y en a certaines qui se rajoutent au fur et à mesure. Donc là pour l'instant, ce soir il y en a une à 19h sur une ZAD à Bordères-sur-les-Chaises, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Ok. Alors c'est ce soir jour d'enregistrement ou ce soir jour de diffusion ? Parce que messieurs dames, je ne passe en direct. Ce soir jour d'enregistrement. Donc, dommage. C'était bien, c'était super bien. Dommage. On aurait aimé vous y voir. Et du coup, tu l'as retrouvé, tu me disais, mais justement la ligne éditoriale, c'est quoi ? C'était quoi l'idée derrière ? Parce que on dit toujours que les journalistes ou les gens qui font ça, ils sont complètement impartiaux, mais on sait très bien que c'est faux. Donc c'est quoi le but ? C'est de dénoncer comment se passe Alors elle, son but principalement à la base, c'était que justement à chaque fois qu'il y a une projection, il y ait une intervention après qui, du coup en fait le film serve de levier pour favoriser l'information, l'échange et le débat autour de la crise migratoire, puisqu'en fait Calais, la jungle à Calais, c'était du coup un point de regroupement pour une plaque tournante pour les migrants. Pour les migrants qui souhaitent passer en Angleterre, c'est ça. Et elle a passé 11 mois sur la jungle, donc elle a rencontré des personnes de tout lieu, donc que ce soit à la fois des migrants, pourquoi ils étaient là, qui ils étaient, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ici et quel était leur but. Les bénévoles aussi, donc il y a pas mal d'interviews de bénévoles et de journalistes, souvent des journalistes autonomes. Et ensuite comprendre aussi
quelle était l'organisation sur la jungle, puisqu'au final c'est pas vraiment quelque chose qu'on nous montre dans les médias type journal télévisé ou autre, quand il y a des reportages. On veut pas montrer ce qui dérange la jungle, c'est une jungle quoi. Moi je sais que mon père qui était CRS était en intervention là-bas assez souvent, et c'est pas une zone de grand danger non plus, mais c'est vraiment un mode de vie qui est plus que précaire, et voilà, ça devrait être un documentaire vraiment intéressant pour peut-être avoir un autre œil sur le problème, enfin pas le problème des migrants, mais le problème des conditions d'hébergement et de la situation actuelle. Je pense que ça peut être très très éclairant. Tu parles de CRS, mais du coup est-ce qu'elle a été voir aussi les autorités, ou elle est juste vraiment allée voir la jungle, pardon? Alors il y avait les autorités autour de la jungle, donc il y a certaines vidéos qu'elle a pu prendre, souvent en général en caméra cachée, donc on entend juste les voix. Sinon oui, non, pas énormément de témoignages des CRS ou des policiers, puisqu'ils refusent de témoigner en fait. D'accord. Après c'est peut-être une question d'obligation professionnelle. Après moi je sais, je me fais un peu l'avocat du diable, mais quand j'ai vu mon père qui est dans cette situation là, ils sont pas considérés comme des sauveurs ou des personnes qui vont aider au maintien de l'ordre. Plutôt, c'est vraiment ils se font victimiser, et le problème c'est que vu qu'il y a aucun droit à la coercition quand on est policier, sauf si on se fait tirer dessus plusieurs fois, eux n'ont rien le droit de faire. Donc c'est une situation qui est extrêmement compliquée également pour eux, qui sont entre guillemets, ils doivent faire acte de présence, mais qui ont des vraiment pieds et poings liés, qui ne peuvent faire aucune intervention. Donc c'est aussi important de le souligner, je pense. Oui, t'as tout à fait raison. C'est un sujet qui te touchait, juste dernière question, c'est un sujet qui te touchait personnellement, c'est ce qui t'a poussé à monter cette vidéo? Touché personnellement, pas vraiment. J'ai pas de famille à Lille ou à Calais dans le coin, mais sans quoi tu crois quoi. Oui, voilà, tout à fait. De toute façon, le documentaire. C'était lié à un certain engagement que. Oui, des convictions humanitaires peut-être. Oui, c'est ça. Voilà. Et l'envie aussi de comprendre en fait, puisque en montant le film, forcément, j'ai appris des tonnes de choses que auxquelles j'aurais jamais pensé. C'est un bon exercice. Sur ce qui se passe là-bas, quoi. Merci beaucoup, Alexia. Merci beaucoup d'être venu parler du coup de ton projet. On le rappelle, Fadjara, un documentaire qui parle de la jungle de Kala. Comment ça s'écrit? Oui, pardon, je l'ai pas dit. Fajara. Je peux peut-être vous parler juste du titre. Oui, juste un petit mot sur le titre. Ça fait partie de mes questions. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Du coup, Fadjara, le titre, ça vient en fait d'un cri. C'est un cri de joie là-bas. Quand quelqu'un arrivait à passer en UK, donc en Angleterre, il brûlait la tente dans laquelle la personne vivait sur la jungle en criant Fadjara. Donc c'était à la fois un cri de joie et un cri de lutte. Ah ouais, d'accord. Et tu auras plus d'infos bientôt sur les dates de diffusion, j'imagine? Oui, je peux vous donner juste quelques villes si ça vous intéresse. Donc il y a une projection qui est programmée le jeudi 16 à Séméac, c'est dans les Hautes-Pyrénées aussi. Ensuite à Rennes, il y en a à Lille, à Calais qui sont programmés, donc je vous donnerai les dates exactes, là c'est juste les villes. À Arras et à Mulhouse aussi certainement. Et il y a également, on va faire l'ouverture de la 6e des rencontres des médias libres et du journalisme de résistance à Mérac, en Corrèze, en mai, le 18 mai. Ok, merci beaucoup. On relaiera bien évidemment tout ça sur Facebook. Allez, aimez notre page Facebook 100% SNS pour CNT, où on vous tiendra bien sûr au courant de tout ça. Yes. Merci encore aux deux garçons, David et Jérémy, de m'avoir accompagné. Merci à toi, et encore un grand merci à Alexia pour avoir relevé le niveau. On déconne, mais on fait pas que ça, et c'est ça qui est bien. Très bien. À lundi prochain, 13h sur Campus FM. Salut. Et on se laisse avec Hangai, un groupe de rock mongol. Şikşiren şigir şigir